Hop, et c'est parti. Welcome to this new book club. On le fait en français, mais nous allons parler d'un livre Podemos hacer en américain ce español soir. si quieres. Comment? Lo podemos hacer en español si quieres. Alors là, Bienvenido. non, j'ai dit que l'espagnol, c'était pas dans mes cordes. Ouais, je trouve surtout, je sais pas toi, mais moi j'ai un certain sentiment de déjà vu quand même un an plus tard, Ouais, les toujours. mêmes, au même endroit. Tu sais ce qu'on peut se dire dans la série de Nonu, un peu des perspectives plus joyeuses, que d'ici la fin de l'année, on se fait un vrai book club, je sais pas, même dans un parc en vrai, avec des gens autour, où on discute et tout le monde est C'est là marrant. physiquement. Bah ouais, ça serait quand même sympa de faire ça. Un café philosophique ligne. Voilà, exactement. Dans un vrai café, tiens, sur une vraie terrasse de café, dès qu'il réouvre, on se fait un book club en public. Enfin, voilà, en vrai. Voilà. Parfait. Je It's le a note dans date. ma tête et on organise ça Absolument. pour, On je va sais pas, faire la ça. rentrée de septembre, par exemple. Tu as raison, on va faire ça. Hein, voilà. Et un Comme jour les ça nous cafés rouges. changera des écrans où on se voit avec des décors qui bougent plus ou moins. Bon, il y en a même qui proposent de réserver, donc on est preneur pour des cafés sympas et avec des belles terrasses et on y va. Alors, bonsoir à tous. On s'est déjà dit bonsoir suivant les ordres d'arrivée. On est ensemble pour parler ce soir d'un livre américain qui s'appelle How Toyota Became Number One. Donc, c'est un livre qui a été écrit en 2007, donc ça commence un petit peu à faire. Il s'est évidemment passé plein de choses pour Toyota depuis cette époque. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est un Américain qui l'a écrit et un Américain qui était familier des bouquins sur on va dire, des grands leaders américains. Oui, c'est un journaliste. Hein. Voilà, c'est un journaliste indépendant qui a écrit, alors juste après, il a écrit sur Bill Ford, qui est un arrière-petit-fils Ford. Il a écrit un moment un bouquin sur Ghosn et Nissan. Il a écrit sur la boîte John Deere, qui est aussi voilà, une grosse boîte américaine. Donc, il est familier de ces livres, ce qu'il appelle les livres sur le leadership, le management, etc., où il y a beaucoup de livres comme ça en Amérique. Et là, il s'est dit, tiens, en 2007, on a Toyota qui émerge, je vais commencer à m'intéresser à eux. Et alors, il raconte dans son intro, c'est assez marrant, c'est bon, je voulais faire un bouquin sur Toyota. Et puis quand même, quand j'ai commencé à regarder les chiffres, leurs chiffres de progression, j'ai quand même été très impressionnée. Je me suis dit qu'ils ont un secret. Et donc, j'ai voulu partir à la chasse au secret de Toyota. Et donc, il a plongé un peu plus loin que ce qu'il pensait, je pense. Le TPS, c'est le Toyota Production Secret. Secret, voilà, on l'a renommé ce soir, nouveau nom de baptême. Et du coup, voilà, il s'est pris d'amour, on dirait presque, comme on dirait au Québec, pour Toyota. Et il nous raconte, voilà, qu'est-ce Je ne qui... sais pas si c'est pris d'amour pour Toyota. Enfin, je veux dire, rationnellement, moi, ça me sidère la résistance et le peu d'intérêt que ça a, parce que rationnellement, quand tu regardes les résultats et la façon de s'y prendre, c'est une belle boîte. C'est une très belle boîte, au minimum. Des belles boîtes, il y en a plein. Des belles boîtes sur autant d'années, il y en a moins. Et des belles boîtes sur autant d'années qui t'expliquent. Tu sais, il y a l'incompétence inconsciente. Ouais. Tu conscientises, tu passes à de l'incompétence consciente. Tu sais que c'est pas, tu passes à de la compétence inconsciente. C'est que tu t'améliores, mais tu ne sais pas très bien comment. Et puis, tu arrives à la compétence consciente. Ce qui est unique chez Toyota, c'est que c'est de la compétence consciente. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut les comprendre. Ils cultivent en plus, du coup. Bah oui, parce qu'en fait, ils savent C'est ce leur qu'ils font. force, d'ailleurs. Donc, des belles boîtes, il y en a plein, mais à chaque fois, il y a une espèce de c'est le bon moment et c'est le bon patron. Il y a des tonnes de choses qui sont des circonstances. Et ce que je trouve fascinant avec Toyota, c'est qu'ils restent très bons à patron différent et à moment différent. Ouais. Donc, pour le coup, ils ont vraiment un truc. Alors, je vais essayer de te faire passer la slide suivante. J'ai toujours un petit problème de SMED. Voilà. Alors ça, on le trouve en annexe du livre. Et alors, c'est pas super bon parce que c'est sur mon Kindle et c'est même pas des photos. Enfin, c'est des photos de mon écran du Kindle. Donc, autant dire que la qualité est pas terrible. Je suis désolée. La courbe qui est la plus noire, c'est Toyota,
Et en fait, c'est en voyant ça qu'il s'est quand même un petit peu interrogé sur quelle était la secret sauce de Toyota. La courbe, le premier à gauche, c'est le prix de l'action. Et donc, on a Toyota en noir et les deux petites courbes qu'on voit moyennement bien en dessous, c'est GM et Ford. Et donc là, on voit qu'au fur et à mesure des années, se creuse l'écart entre le prix de l'action. Et Toyota ne cesse plus de monter, en tout cas, enfin, il y a quelques à-coups, mais c'est vraiment une tendance qui est vraiment à la hausse. Le deuxième graphique qui est, alors, celui qui est, on va prendre celui du milieu qui est en bas, c'est les ventes. Et ben, pour Ford et GM, qui étaient les deux premiers au monde pendant longtemps, et évidemment aux États-Unis, voilà, on voit qu'à la fin de la période, Toyota est en train de les rattraper vraiment fortement. Et le troisième graphique, c'est les revenus. Donc, c'est les revenus avec toujours la courbe noire de Toyota qui monte, tandis que Ford et GM s'écroulent au fur et à mesure des années après avoir Vraiment, connu des gros pics. le truc que je trouve le plus incroyable du modèle Toyota, c'est qu'ils n'ont pas attaqué, l'industrie la plus facile. Non, Donc, en fait, il vient se frotter au plus gros du monde, quoi, oui, ils ont fait, il ne faut pas penser que historiquement en plus. Ford et GM, c'était des abrutis ou les Allemands, enfin, je veux dire, ils ont fait leur croissance dans un marché saturé et dominé. Et c'est quand même très, très étonnant. Ouais. Nous, quand on regarde notre industrie, on a juste laissé tomber, reculé, laissé tomber, reculé. On n'a jamais été chercher de la croissance dans des marchés difficiles. On sait exploiter quand le marché est facile, mais par contre, dès que ça devient difficile, simplement, d'abord, on se bouffe le nez, puis deuxièmement, on s'effondre et on recule. Tandis que là, on est en train de voir une boîte qui fait sa croissance dans des marchés saturés. Donc, c'est vraiment une machine de guerre. Ce n'est pas quelque chose qui est fait pour exploiter des niches faciles. C'est quelque chose qui est fait pour thrive, comme ils disent en anglais, dans des endroits vraiment difficiles. Et en plus, et c'est noté d'ailleurs, enfin, l'auteur le note, hein, il dit tout ça avec une croissance interne où on crée des nouvelles Oui, entités, alors par exemple comme Lexus, et on ne oui, rachète oui, pas des boîtes comme font en fait Ford et GM qui finalement absolument. finissent avec 30 marques différentes quoi, après avoir racheté, etc. Donc avec de la Un croissance modèle, externe. alors, non seulement c'est un modèle de croissance organique, mais en plus, c'est un modèle qui ne dépend pas des marchés, et c'est lié d'ailleurs, qui ne dépend pas des marchés financiers. Exactement, c'est ce qu'il dit. Il dit c'était pas un marché cyclique, du coup, contraire. Je me retrouvais devant une boîte qui démontait l'idée que le marché automobile était un marché cyclique. C'est Ils disent un un marché truc de dingue. que tout le monde dit, un truc de dingue. Et il faut comprendre l'histoire avec les financiers, c'est très important. Parce que Toyota, en plus, était toujours sous-évalué sur les marchés financiers, parce que les analystes financiers ne les aiment pas. Parce que non seulement ils font du cash, mais en plus, ils se gardent sur le coude avec l'idée qu'on ne sait jamais ça peut servir. Et ce qu'on a vu depuis que le bouquin Ouais. est publié, C'est c'est que qu'ils ont oui, bien fait d'en effectivement, on ne garder sait un peu. jamais ça peut servir. Il y a des moments où ça sert, et ça sert beaucoup d'avoir du cash sur le coude. Donc on a une approche à la finance qui est très, du point de vue des financiers, dédaigneuse, et les financiers les détestent. Donc c'est une action qui est sous-évaluée, surtout tout compte sa durée. Parce qu'ils n'en ont pas besoin, parce que leur obsession, c'est l'autonomie. Et ça fait partie de leur business model, c'est que l'autonomie, on va autofinancer son développement. Ce qui Oui, est c'est dingue, la c'est suite juste dingue. des années, ouais, la suite des années 50 et de la crise des années 50 qui les a poussés aussi du coup, à garder Alors, cette autonomie. ça remonte beaucoup plus loin, c'est qu'en fait, le grand-père, le fondateur, avait monté plusieurs entreprises, je ne sais plus qui, Mhm. ça s'appelait Mitsui, je crois, avec une grosse banque de l'époque, qui l'a baisé 2 fois. Donc 2 fois de suite, il s'est retrouvé à lâcher la boîte à la banque, qui reprenait tout parce qu'il avait un problème de business, et puis à remonter une boîte nouvelle. Donc en fait, il y a une longue histoire familiale, et déjà on voit sur le site Toyota, on voit que Keiichiro est absolument déterminé de ne prendre ni l'argent de la banque, ni d'argent de l'État. Enfin, c'est avec des propos violents. Alors, je finis là-dessus, parce que, attends, on ne va pas passer autant de temps là-dessus, mais peu de gens, tout le monde entend parler dans le livre de Taishi Ono, Saint Ono, priez pour nous. Peu de gens connaissent la fin de l'histoire. Oui. C'est qu'Ono s'est fâché et a claqué la porte de Toyota sur un problème financier avec l'entrée aux États-Unis. Et il s'est fâché avec les comptables. Donc, le Ono qui menait une longue guerre interne contre les comptables.
s'est fâché. En plus, il avait tort, c'était qui est extraordinaire, puisqu'il pensait que faire une joint venture avec GM, c'était complètement idiot et qu'il fallait tout contrôler si on allait aux États-Unis. Et en fait, il s'est avéré que la joint venture avec GM a été absolument géniale. Mais c'est marrant que l'endroit où Taichiro a fini par claquer la porte de Toyota après toute sa carrière là, c'était justement sur quel degré d'ouverture vis-à-vis de la finance on fait. Donc, alors, ce bouquin est écrit en plus donc en 2007, avant la crise qui arrive de 2008, de 2009, de 2010, où le Toyota va se prendre quand même quelques vagues dans la figure. Donc là, ils sont à un haut niveau, mais finalement, ils vont aussi sortir en conservant de toute façon ce haut niveau et ce développement de leur income, enfin de leur revenu. Un des meilleurs bouquins de Jeff Licker, c'est Toyota dans la tourmente. Ouais, qu'on a vu ensemble, j'ai adoré. Et que personne n'a lu parce que le temps de publier le bouquin, la crise était finie. Donc on a une entreprise qui est quand même d'une résilience totalement étonnante. Ouais, ça c'est vraiment, vraiment dingue. Alors justement, d'où ça vient ce modèle? En tout cas, c'est ce que cherche à faire notre petit journaliste là qui creuse tout ça. Et il dit en fait, j'ai vraiment envie d'aller chercher la secret sauce. Et il dit en fait, tout ça, c'est un système basé sur le respect des personnes. Et donc d'où ça vient? Qu'est-ce qui fait que c'est si fort? Globalement, enfin, il commence et on le retrouve tout au long du bouquin par évidemment pointer du doigt quelque chose qu'on sait tous quand on suit cette histoire de Toyota, c'est la question de l'apprentissage, de sans cesse vouloir apprendre, vouloir aller comprendre ce qui se passe, aller regarder sur le terrain, aller chercher les choses, et que ça a été vraiment, enfin, ce souhait d'apprendre et de s'améliorer était déjà là, et même avant, Toyota était déjà là avec les machines à tisser et n'a fait que se renforcer au fil des années. Nous, on est incapable de le voir. Il faut comprendre le problème. En fait, moi, ce qui m'a accroché dans Toyota, c'est que je faisais ma thèse et j'ai commencé à regarder ce qu'ils faisaient chez un fournisseur et j'arrêtais pas de leur demander, mais c'est quoi votre méthode? Comment vous faites? Et puis ils me disaient, mais on n'en a pas. On résout un problème après l'autre. Je dis, mais c'est pas possible. Regardez ce que vous faites. Et les mecs vraiment me disaient non, il n'y a pas de roadmap. Moi, je cherchais une roadmap. Tout le monde voulait des roadmaps. Puis un jour, il y a un mec qui s'énerve et qui me dit, écoute, on n'a pas de roadmap, on a une règle d'or. Ça s'appelle, on fabrique des gens avant de fabriquer des pièces. Et ce truc-là, qui est le point de démarrage, du coup, en sociologue, je me suis dit, tiens, ils ont vraiment un truc là. Et donc, ce point de départ qu'on retrouve partout dans la littérature sur Toyota est intéressant. C'est de dire, c'est le monozokuri, c'est-à-dire l'art de fabriquer des pièces, en fait. Dépend du hitozukuri, qui est l'art de fabriquer des gens. C'est vraiment au sens artisan. Mais ce que j'ai mis des années à comprendre, c'est que l'art de fabriquer des gens passe par l'art de fabriquer des pièces. C'est-à-dire que ça veut dire quoi, fabriquer quelqu'un? C'est développer une personne sur son métier, sur savoir faire son produit. Donc, ce qu'on est en train de voir, c'est une vision du monde dans laquelle l'apprentissage, c'est-à-dire le fait de fabriquer les pièces, la production au sens l'art de fabriquer des pièces et des gens est totalement imbriqué tout le temps. Or, nous, on a d'un côté des gens qui font des pièces et de l'autre côté, on regarde d'un côté les machines et on regarde de l'autre côté les gens. Et donc, d'un côté, on a le taylorisme qui traite les gens comme des machines et de l'autre côté, on a l'entreprise libérée qui pense qu'il faut laisser les gens s'organiser, qu'il faut qu'un process. Donc, alors qu'en fait, ce qu'on est en train de voir là, c'est un modèle qui cherche l'espace de convergence entre les deux. Et que nous, on est incapable de voir parce que c'est notre angle mort. C'est comme si nous, on a un œil qui regarde d'un côté et un œil qui regarde de l'autre. Donc, au milieu, on a les yeux d'un pigeon. Au milieu, on ne voit pas. On a un énorme angle mort. Et donc, ça explique beaucoup de choses sur le Lean. Ce qu'il a vu, il l'a vu, le journaliste, pour le coup, il l'a vu, c'est qu'en fait, comme on sépare, nous, les gens et les process, on ne comprend juste pas ce qu'ils font. Alors, depuis le début, ils font des gens pour faire des meilleurs produits, et c'est en faisant des meilleurs produits qu'on fabrique des gens. Depuis le début, ils n'ont pas de doute là-dessus. C'est très lié, enfin, ça a été très lié déjà, ce sujet-là, au métier à tisser. Ça remonte, c'était bien avant la voiture. Et avec Takishi qui essaye d'améliorer le métier, qui améliore lui-même sa compréhension du métier en fabriquant des nouveaux outils. Dans le livre, là, on a l'origine, il le dit dans le livre. C'est là que j'ai découvert l'origine du truc. C'est le Salfeld.
Oui, c'est ça. Donc là, je vais le remettre. Hop, 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 il est où? Il est là, voilà. C'est le livre, on va dire, qui a lancé Sakichi, sur, peut-être sur sa façon de monter l'entreprise, son système de business peut-être? Ah bah, alors, non, ce livre est extraordinaire parce qu'on a la version japonaise et en fait, ce livre, l'ère Meiji, a été la version japonaise qui en fait n'est pas vraiment une traduction, une réécriture. C'est vendu à 1 million, enfin distribué à 1 million d'exemplaires dans le Japon des années Meiji. Alors, il y a une raison pour ça, c'est qu'en fait, brutalement, les samouraïs doivent faire de l'industrie, c'est intolérable, et ils cherchaient vraiment, les intellectuels de l'époque cherchaient quelque chose à leur donner, et ils sont tombés là-dessus. Et ils ont fait, alors j'ai aucune idée de ce qu'est la traduction japonaise, mais visiblement, c'est pas exactement la même chose que dans le livre. Mais c'est cette histoire de noblesse, de l'autodéveloppement, de l'apprentissage et de réussir par soi-même. Et donc ce livre-là, Toyota a gardé l'exemplaire de Sakichi Toyoda, soigneusement annoté. Donc là où nous, on tombe dans le taylorisme, lui, il tombe dans, et c'est marrant que ça s'appelle Self-Help, parce que c'est le premier livre de Self-Help du monde, puisque ça s'appelle Self-Help, ce qui est extraordinaire. C'est-à-dire comment tu t'améliores toi-même, quoi. Et enfin, en plus, caractère, conduite et persévérance, c'est très 19e. Et, Ah oui, et c'est un donc, en fait, Écossais. il tombe dessus. Ouais, il tombe dessus à Londres, quand il va à Londres, faire l'étude des meilleurs métiers à tisser de l'époque qui sont chez Platt Brothers. Et là, il trouve ce livre. Et évidemment, il repart avec tout ce qu'il a vu chez Platt à ce moment-là. Et ce livre, et voilà, c'est une sorte de spirale vertueuse où il apprend, il améliore, etc. Et c'est là qu'il va inventer son fameux métier, d'ailleurs, avec le système C'est le d'arrêt des métier filles, qu'il a vendu et dont le prix de la franchise, de a la permis vente, de a créer permis voilà. de vendre le brevet et de créer la boîte automobile. Ouais. Et il a revendu la licence à Platt, qui était à À l'époque les plate. meilleurs. Oui. Donc, du coup, c'est vraiment des espèces de cercles. Et ce qui est drôle, c'est que du coup, j'ai mis à côté le bouquin de Ford, parce que pour le coup, c'est Kiichiro, le fils donc, de Sakichi, qui était vraiment le premier à se lancer dans cette entreprise de voitures, qui, lui, qu'est-ce qu'il a fait quand il a voulu crée cette entreprise, il va chez Ford en Amérique parce que c'est la référence dans le monde de la voiture et il trouve aussi le bouquin de Ford qu'il étudie à fond et donc il va évidemment là où pour le coup c'est l'état de l'art à l'époque. Ouais, On va chercher les meilleurs, on essaye de comprendre et on est dans cette logique de s'améliorer encore plus loin, d'aller encore plus loin que Ford, quoi. un des trucs fascinants de cette époque, c'est Sakichi disait It's a big world out there, open the window. C'est-à-dire que depuis le début, le Lean, un des trucs qui m'a fasciné avec le Lean, c'est que depuis le début, c'est une méthode globale. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont depuis le début, il y a des côtés très japonais, c'est sûr, mais par contre, depuis le début, ils ont piqué à tout le monde. Ils Oui, ont c'est piqué aux ça. Allemands, ils ont récupéré tous les ingénieurs formés dans l'industrie aéronautique par des Allemands pendant la guerre. C'est pour ça qu'on a c'est de là qu'on a le tact d'ailleurs. Mais donc en fait, depuis le début, il y a une espèce de, c'est une méthode un peu globale qui s'est faite, ce qui est très étonnant, ce qui est très rare. Enfin, généralement, c'est une méthode nationale qui s'impose aux autres pays par le succès de l'entreprise. C'est rare de voir une espèce de pot pourri de différentes idées. Qui aboutit à un truc cohérent, Mm. cohérent et enfin qui est autoporteur, quoi. Et qui tient, Parce que ouais, qui tient longtemps. Il tient longtemps. ouais. Ils sont encore. Mm. Et du coup, enfin moi, je savais. Alors, self-help, je le savais. Enfin, on en avait déjà parlé, mais je savais pas que Kiichiro était allé aussi chez Ford et avait eu aussi cette démarche de partir. Et voilà, c'est assez drôle de voir comme ça reboucle l'histoire aujourd'hui avec Ishiro l'état de et Ford. Eiji Toyoda, ça s'est pas produit une deuxième fois. Eiji Toyoda, qui est en fait le vrai auteur du Toyota qu'on connaît, hein. C'est Eiji Toyoda, celui qui, à partir de la banqueroute, a fait la boîte qu'on connaît. En fait, il a fait un truc, et dont l'a amené aux États-Unis, dont la Prius. Eiji Toyoda, lui, est jeune, après la guerre, visite les usines Ford, où on lui fait des cours de qualité statistique. Donc, il dit, il ne comprenait rien, parce que c'était statistiques en anglais, il ne comprenait pas du tout. En plus, il ne voyait pas très bien ce que les mecs essayaient de faire. Par contre, en partant, il repart avec une brochure d'un système de suggestion. Oui, Et il le fait et, oui. traduire. Et à Toyota, il dit, on va faire ça.
et que tout leur truc de Kaizen, de suggestion, d'implication des gens part de ce brochure qu'il est revenu de Ford au moment où Ford arrête le système de suggestion. Ouais, c'est vrai que je l'ai vu aussi. C'est fascinant. Ouais, en fait, comme ils sont même allés chercher effectivement chez Ford des idées qui aujourd'hui vraiment la richesse et la La particularité sauce de secrète, Toyota. une Ouais, partie de la recette de la sauce, ils ont été la chercher, c'est ce ouais. système de suggestion. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que c'est au moment où Ford l'arrête. Oui, c'est vrai, c'est vraiment. Alors du coup, cet apprentissage ces voyages chez les uns et chez les autres, quand même, ils arrivent à faire leur voiture. Parce que alors, je suis allée chercher, je sais pas pourquoi j'ai eu envie d'aller voir les voitures. Je suis revenue au produit. Et du coup, on a à gauche la Toyota A1 qui était donc le premier prototype, enfin, la première voiture sortie de chez Toyota à l'époque, prototype donc du modèle qui fera après, qui commencera à être produit un peu plus en série, la AA, et qui alors d'après les gens, parce que je ne suis pas spécialiste, ressemblait à une Chrysler. Et puis, des 10 ans Elle après, a été copiée. Elle oui, a été copiée pièce par pièce sur une Chrysler. Alors, pas tout, parce que le moteur a été copié sur une voiture, mais en fait, cette oui, il y voiture, avait un mix de plusieurs types de copiage. voilà, ils ont copié, ils ont démonté et copié. Ouais. Et puis après, 10 ans après, alors ils ont quand même appris, ils ont aussi produit pendant la guerre d'autres types de véhicules, mais donc là, il y a la Toyopet en 47 et la première voiture qui ressort en fait, des usines après la guerre, qui est une voiture civile, quoi. Et celle-là, elle va être construite en plus de 100 000 exemplaires et elle ressort, elle a un petit air de Volkswagen de coccinelle, elle aussi très… Et elle a une destinée extraordinaire, cette voiture, parce qu'ils essayent de l'exporter tôt aux États-Unis. Ouais, mais pas trop de succès, hein. Non, elle n'arrivait même pas à monter les rampes pour aller sur les autoroutes, tellement elle manquait de puissance. Donc c'est une défaite cuisante dont ils se sont dit, et c'est intéressant, parce qu'au lieu de se dire on n'ira plus jamais aux États-Unis, ils On se n'y sont dit retournera pas pareil. on va avec une vraie voiture. Ouais, c'est ça, on n'y retournera pas pareil. Alors, en tout cas, ce système qui naît dès 1935, en fait, notre ami Maggie montre qu'il y a déjà aussi les bases de tout ce qui sera finalement le TPS plus tard, puisqu'il il a retrouvé les préceptes qui étaient écrits dès 1935, où on retrouve en tout cas toutes les idées qu'on a encore aujourd'hui dans le TPS. Contribuer au développement et au bien-être du pays en travaillant ensemble, quel que soit votre poste, à remplir fidèlement vos devoirs. Alors, c'est effectivement il y a une espèce de morale qui est un peu… C'est dans la langue, c'est Voilà, dans la le façon langage de de le dire l'époque. a vieilli, voilà, mais l'idée est déjà C'est là. la langue de l'époque, bien sûr. Voilà. Mais les idées d'être contributif à la société, c'est toujours hyper présent partout dans le Oui, monde. Soyez en avance sur votre temps grâce à une créativité sans fin, une curiosité et une recherche d'amélioration. On ne peut pas faire. étonnant. Et c'est étonnant, on a déjà ce Ouais. concept 35. Alors, j'aime bien le soyez pratique et évitez la frivolité. J'imagine que c'est l'esprit un peu frugal et pragmatique. Oui, c'est ça, c'est l'esprit frugal. Oui. Soyez gentil et généreux, efforcez-vous de créer une atmosphère chaleureuse et familiale. Donc là, on est tous ensemble de la même famille, d'une certaine manière. Il Oui, n'y a bon, c'est pas, le paternalisme de l'époque. Hein, voilà. Et puis, soyez respectueux, montrez de la gratitude pour les choses grandes et petites en pensée et en action. Mais en tout cas, on voit là déjà vraiment les bribes Alors, il y a quelque du chose de très TPS. important. Il y a quelque chose de très important là, on en parlera plus tard, je pense, mais je ne sais pas si vous le voyez, mais par rapport à l'automobile, ce ne sont que des émotions positives. Mm. C'est-à-dire, si on regarde, si on pense en termes d'émotions positives, on voit la créativité, la curiosité, on voit la joie de la créativité, La on voit solidarité. la gentillesse et la générosité, enfin, je veux dire, la gratitude, qui est une émotion positive. Alors, merci. Très, Maman, la ratatouille, t'en as fait pour 3 mois? Non, non, je la terminerai moi. Non, mais c'est Il y pas a malade. quelqu'un qui a son micro et on entend toute sa famille. Voilà, merci. Et donc là, ce qu'il faut voir, c'est une partie du qu'on ne voit que quand on est dans la ligne. Il faut passer le cap, il faut rentrer dedans. Mais en fait, c'est vraiment très positif.
Et cet esprit de positivité remonte très loin. Alors, j'essaye de couper les micros, sauf le tien, mais je ne trouve pas forcément. Bon, voilà. Donc oui, on retrouve cet esprit de positivité et on le retrouve encore maintenant. Et alors, ce qui est marquant aussi, moi je trouve, c'est que ça ne parle pas du tout de voiture. Ça parle vraiment de la façon de bosser ensemble. Mais en fait, ce n'est pas du tout marqué automobile, ce n'est pas du tout marqué industrie, c'est rien. Enfin, on ne sait, ça peut se mettre dans n'importe quel univers professionnel. Le sujet de Keiichiro, c'est la collaboration. Donc ça, du coup, c'est vraiment ça qui ressort, c'est que ça s'applique. D'ailleurs, il avait théorisé le juste à temps. Taishi Ohno a trouvé comment le faire, mais Keiichiro avait théorisé le juste à temps comme une méthode de collaboration. Et la façon intéressante dont il l'a formulé, c'est entre les personnes, les machines et les sites. Donc, il avait une vision industrielle très claire. Il cherchait de la collaboration des personnes avec les machines dans le cadre des sites. Donc là, en tout cas, notre ami Maggie, lui, voilà, découvre tout ça et se dit, du coup, alors il faut que je repasse peut-être un diaporama. Voilà. Vous voyez là le diaporama, j'imagine, j'espère. Voilà. Et donc, il fait le lien, évidemment, comme nous le faisons nous-mêmes, hein, avec tout ce qui est le TPS d'aujourd'hui, avec les clients d'abord, la satisfaction des employés, la stabilité de l'entreprise et puis les objectifs du TPS. Ce qui est très intéressant dans sa démonstration, moi je trouve, et ça m'a marqué, parce que je pense que, évidemment que je le sais, je l'avais déjà vu, mais il montre comme chaque item du TPS a une conséquence sur la façon dont les clients, enfin, dont on va vendre les voitures, dont on va gagner de l'argent avec des voitures, dont on va aborder la question du prix, de la valeur, et de manière évidemment différente que les trois gros, alors à l'époque, enfin, GM, Ford et Chrysler. Pour moi, ce bouquin est très intéressant et vraiment, je encourage tout le monde à le lire. C'est qu'en fait, c'est un journaliste de business, ce n'est pas un type du livre. Ouais, oui, il est très business. Il découvre le truc, il dit c'est incroyable, mais par contre, ce qu'il t'explique vraiment quand même, c'est où est la valeur. Ouais. Donc, dans le How Toyota Became Number One, il dit c'est pas magique. Hein. Il y a juste plus de valeur dans chaque voiture que les voitures concurrentes. Il y a plus de valeur en qualité. La valeur en qualité donne un meilleur prix de revente. Le prix de revente fait qu'on a moins de ristournes à l'achat, ce qui fait que Toyota gagne quelque chose comme de plus de $2000 de plus par voiture. Ils font moins de conneries sur des grandes campagnes, enfin sur des grands paris, de prendre tout le marché, ils sont plus flexibles, ce qui fait de nouveau qu'ils n'ont pas des tonnes de modèles qui ne marchent pas à brader, ce qui fait qu'il y a moins de restaurants. Enfin, il a compris que le business model, la mécanique, drivé par la qualité et la flexibilité, les amener à des politiques de coûts différentes des autres. Et donc, je trouve que ce qui est vraiment intéressant dans ce livre, c'est qu'on voit pas le Toyota des geeks du Lean, on voit le Toyota du business model de Toyota. Qui est basé évidemment sur tout ce qu'on connaît du TPS. Et oui, il dit, voilà, être orienté client, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans chaque voiture, ils vont mettre un truc en plus pour que le client fasse waouh et que du coup, il ait envie de revenir la prochaine fois. Alors, bon, ça fait partie des choses qu'on peut imaginer, mais il explique vraiment ce lien entre le TPS et ce qui va créer de la valeur et qui va permettre de vendre la voiture. Et de vendre beaucoup de voitures, et de vendre de plus en plus de voitures, contrairement à Ford et à GM, qui à cette époque-là commencent vraiment à descendre. Donc c'est vrai que c'est… Il faut comprendre comment GM et Ford descendent. Ils descendent en abandonnant à Toyota et à Honda, parce que Honda a fait la même chose sans le système, les petites voitures. Et Toyota et Honda remontent la chaîne de la valeur, c'est-à-dire qu'ils grignotent marché. Et à chaque fois, Ford et GM reculent sur les voitures les plus rentables pour se retrouver dans les années justement après l'an 2000 dans la forceresse des SUV et des crossovers, mais à ce moment-là, ils ont abandonné l'ensemble du marché des petites voitures. Et pendant ce temps-là, ce qui est intéressant, tu sais, dans le bouquin, il y a toute son histoire sur GM et la humeur. Oui, absolument. Ça, c'est vraiment dingue. Quand Toyota est en train d'investir dans des usines aux États-Unis pour faire des usines de petites voitures aux États-Unis, GM est en train d'investir le même montant. Le montant, ouais.
sur la marque des affreuses voitures militaires, là, les Hummer. Des gros SUV énormes issus de l'armée américaine. Les carrés militaires, là, tu sais, c'était des trucs, on les voyait dans les films. Schwarzenegger en avait une, quoi. C'était vraiment les classes Guzzler. Et ils ont eu une déconvenue terrible parce que le prix de l'essence, je ne sais plus, à une des nombreuses crises, le prix de l'essence a flambé. Et brutalement, ils ont été, mais d'ailleurs, ils ont été obligés d'arrêter les gros modèles de la marque et de revenir sur les petits modèles. Enfin bref, c'était une catastrophe. Et donc, Maggie, si je me souviens bien, il est très, très frappé par le même investissement. Et c'est même entre le Hummer et le développement de la Prius. C'est-à-dire des voies qui sont totalement différentes. Un qui est bouffeur d'essence, etc. Et l'autre qui, à l'inverse, se désengage de ça, quoi. Plus personne ne pense système. À l'époque, on regardait les systèmes, on regardait les choses de façon évolutionniste. On a des solutions adaptives, c'est-à-dire des solutions où, quand tu appliques la solution, ça te permet de te développer pour le futur, et des solutions mal adaptives. Typiquement, si j'arrive pas à dormir et que si je suis fatigué, je me verse un verre, parce que je suis stressé, c'est une solution mal adaptive parce que le fait de me verser un verre, ça va m'empêcher de dormir après. Au lieu d'aller faire pareil et faire de la méditation, ce qui va m'amener à dormir, qui est une solution adaptive. Et donc, ce qui est très, très intéressant que Maggie voit bien dans le livre, c'est qu'on voit qu'avec les mêmes crises, avec les mêmes éléments, le TPS Amen Toyota a trouvé des solutions adaptives, c'est-à-dire que la Prius, ils vont refaire toute leur gamme à partir de ça, ils vont conquérir le marché. Alors qu'on voit GM essayer de jouer des coups, parce que ça leur paraît évident, là il y a un coup à jouer, et ça leur retombe toujours dessus. Enfin, je veux dire, ça ne marche jamais, c'est extraordinaire. Il y a aussi un truc excellent pour le coup, enfin, entre la Camry, enfin la compète entre la Camry et la Taurus, la Ford Taurus, où en fait, Toyota toujours a mis de plus en plus de valeur dans sa Camry en développant des choses, des options de plus en plus inhabituel pour une voiture grand public, on va dire, enfin, ou en tout cas pour des moyennes gammes. Et du coup, le Ford se dit, bon, je ne vais pas me laisser faire, je vais aller, moi, je veux aussi améliorer ma Taurus. Et en fait, il raconte, comme il connaît bien Ford, puisqu'il a fait aussi un bouquin sur Ford, j'imagine qu'il a pu aller voir les deux équipes en parallèle, mais il dit, les ingénieurs de chez Ford qui décortiquaient la Camry, au fur et à mesure, se disent, mais comment ils ont réussi à faire cette voiture avec autant d'options et la vendre à un prix aussi bas? C'était impensable pour eux. Et ils n'arrivaient pas, ils ont même abandonné. À un moment, ils ont laissé tomber tellement ils n'y arrivaient pas. Alors qu'ils s'étaient mis ça comme vraiment objectif ambitieux. En termes de maladaptif, c'est l'époque où commence à se développer aux États-Unis l'idée que c'est « it's not fair ». L'idée, c'est que nous, dans le prix des voitures, il y a le coût des fonds de pension, les coûts des retraites. Et Toyota est un nouveau entrant, et ces salauds-là, il a moins de retraite. Il commence à expliquer. Et ce que dit Maggie, qui est brutal, il dit, mais oui, tout ça peut-être, mais regardez l'ingénierie. Regardez la voiture, regardez l'ingénierie, regardez simplement la valeur qui est mise en ingénierie dans la voiture. Et donc, moi, je trouve ça, le bouquin est vraiment passionnant de ce point de vue-là, parce que c'est un vrai bouquin produit. Il raconte l'histoire, non pas en disant, comme le font tous les bouquins du ligne, ouais, le TPS c'est magique, si vous faites des TPS, il va vous arriver des bonnes choses. Non, il explique exactement ce que le TPS fait. Le TPS fait, c'est-à-dire que quand il parle de plus de valeur pour le client, et ce que j'aime bien dans le bouquin, c'est toutes les histoires où il t'explique exactement ce que ça veut dire, plus de valeur pour le client. Oui. Et alors, avec le truc sur lequel on sait tous, tiens, Alain est là, et on a tous ce problème, c'est qu'on voit bien ce qu'ils font, c'est qu'ils ne sont pas en train d'aller ajouter de la valeur pour faire payer plus cher. Ce qu'ils font, c'est qu'ils ne baissent pas les prix. Par contre, ils mettent de la valeur pour maintenir leur prix. Donc, ils ne sont pas en train d'essayer de se défendre d'une façon sur de la pression de truc-là, ils ne sont pas en train de faire des produits à la con, simplement pour pouvoir augmenter les prix, aller chercher du haut de gamme, se sortir du merdier dans lequel ils sont. Mais au contraire, c'est vraiment de la restitution de valeur permanente aux clients. Et ils se refont sur le volume, ils se refont sur la part de marché. Avec aussi, alors, ce qui est caractéristique de Toyota, enfin, comme encore maintenant, c'est l'idée qu'ils sont vraiment dans une logique de long terme. Et c'est ça qui les tire.
Ils ne sont pas dans la logique de court terme il Non, faut ils vendre jouent le pas plus les de coups. voitures aujourd'hui, quoi. Non, ils jouent pas les coups. Ils jouent pas les coups. Voilà. Ils cultivent des clients. Voilà. Et il y a aussi du coup un autre aspect évidemment qui est décrit qui est un truc génial, c'est cette idée de challenge permanent, d'amélioration continue permanente, etc., avec les gens. Comment ça les a amenés aussi à justement à croître en créant une marque de zéro, mais de l'intérieur, et dans la même logique que tout ce qu'ils faisaient déjà depuis longtemps sur leur cœur sur les gammes de voitures un peu plus moyennes, mais là avec l'idée de le faire sur une voiture de luxe. Et comment ils partent de zéro et se disent comment on va faire pour créer en partant de zéro et avec nos compétences à nous, une voiture qui soit donc la concurrente directe des BM, Mercedes et Jaguar. Et donc, avec toute l'histoire de la Lexus derrière, qui est passionnante, et puis là, on le voit là sur les éléments, c'est qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire. Et alors, ce que j'ai Dans ces adoré, c'est qu'ils ont années-là, essayé toutes les bagnoles pendant 1 an et demi pour essayer de ouais, comprendre ouais. tous les plus et les moins de chacun des modèles de luxe qu'ils voulaient améliorer. La légende veut que quand pour prendre la décision, tous les grands chefs de Toyota ont décidé de faire une retraite au Mont Fuji. Ils étaient tous à des endroits différents et ils ont tous conduit une bagnole de luxe différente. Et la question qu'ils se sont posée, c'était simple, c'est est-ce qu'on sait faire mieux? Et la légende veut que la décision s'est prise, ils ont débattu, ils se sont dit oui, on sait faire mieux. C'est-à-dire on sait faire mieux que toutes. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, il y en a une qui est peut-être super bonne en conduite silencieuse, mais pas en stabilité. L'autre qui est très belle, mais qui finalement est pas très de bonne qualité. Et l'autre qui est puissante, mais pas du tout, mais très consommatrice. Alors, moi, ce qu'on m'a dit, au Japon, c'est que c'était la Lexus. La Lexus voudrait dire Luxury Export to the US. Ah oui, Il fallait que ça ait la conduite d'une BMW et le confort d'une Cadillac. Et une consommation de, je sais pas quoi, de la plus basse possible. Vous voyez, ils m'ont dit c'est la conduite d'une BMW et le confort d'une Cadillac. Et donc là, on voit tous les trade-offs qu'ils ont dû, affronter, enfin se confronter à tout ça, essayer de faire tout ça, et ça a marché, quoi. Et ils ont réussi à effectivement créer cette marque. Et alors, je crois qu'elle est devenue une des premières marques. Alors, je ne suis pas super au clair sur les derniers chiffres, mais c'est une des meilleures marques de luxe de voitures aux États-Unis aujourd'hui. Les deux grandes réussites, trois avec Tesla. Avant Tesla, les deux grandes réussites dans ces années-là, ça a été la Lexus et la Prius. Ça a été des trucs incroyables. Et maintenant, la Tesla. Oui, qui est du coup un nouvel entrant, enfin plus récent, qui n'était pas là. Oui, c'est un nouvel entrant, et puis il n'est pas du tout sur les mêmes volumes. Enfin, on n'était pas du tout en train de jouer dans la même cour de ce point de vue-là. Alors, ce qui est marrant aussi dans ce livre, c'est que, comme c'est quand même un auteur américain, il est très porté sur, je sais pas, les grandes figures américaines. Donc, en fait, il nous fait vivre cette aventure finalement de l'intérieur en s'adossant à trois grands acteurs, en tout cas de Toyota, mais américains en Amérique. Oui, c'est pas du tout les Japonais. Oui, c'est Jim Press. Il y a Jim Press, Cuneo et Gary Convis, forcément de Numico. Enfin, qui sont d'ailleurs pour les deux, Gary Convis et Jim Press, qui sont des anciens de Ford ou GM. Enfin, l'un de Ford, c'est sûr. L'autre, je ne sais plus si c'était Ford ou GM ou les deux. Cuneo, je ne sais plus. Oui, bah, c'est comme Didier Leroy chez nous. Enfin, je veux dire, Ouais, c'est ça, il passe de constructeur en constructeur. Et donc, c'est des gens qui ont accepté, et a priori, et je crois que Jim Press comme Gary Convis disent, quand j'ai annoncé en gros que j'allais partir de chez Ford pour aller chez Toyota, les gens m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais? C'est n'importe quoi, tu n'as aucune chance, c'est un petit constructeur. Convis, lui, il raconte, on lui disait, mais t'es dingue, t'es en train de foutre ta carrière en l'air. Ouais, c'est ça, c'était vraiment le truc. Bon. Et puis, on sait le succès que Toyota a eu. Et eux, à titre personnel, ont une jolie reconnaissance aussi. Mais du coup, à travers ces hommes, David Magui montre aussi la différence de management des équipes, la différence
de comportement des managers, des dirigeants, de la façon dont on manage les équipes, dont on respecte ou pas les gens. Et là-dessus, lui, en tout cas, il est très frappé par cette différence entre chez Ford, on a des bureaux, des grands bureaux, ils voyagent dans des jets privés, ils ont leur place de parking. Chez Toyota, on n'est pas dans tout ça. Il est en tout Bon, ça, cas, et c'est alors, clair. Mais je pense que c'est un truc très américain. Ça, ils ont décidé, à cette époque-là, avec Steve Santangelo, je crois, ils ont décidé qu'en fait, le modèle Toyota, c'était un truc qui s'appelait Servant Leadership. ouais. Et ils sont très partis sur un truc autour de l'humilité. Je ne sais pas si tu te souviens, quand tu es à Toyota City, franchement, l'humilité de Toyota, tu ne vois pas. Hein. Moi, l'humilité de Toyota, moi, je ne l'ai jamais vue. Alors, en tout cas, au-delà de l'humilité de Toyota, je trouve qu'il pointe beaucoup et qu'il est assez critique vis-à-vis des Mais Américains. par contre, c'est ça, c'est qu'on ne se rend pas compte Homophobe. inversement de l'arrogance. Voilà, une Et si arrogance. on le voit dans le film, ah mince, le film sur la course, là, Ferrari contre. Il y a un film là, qui est sorti récemment, Ferrari contre General Motors, là, qui est très, très, très Ah bien. oui, oui, oui. En fait c'est GM contre GM, Ouais. mais là où on voit absolument l'arrogance de Ford à l'époque, et de l'automobile américaine. Hein. Ouais, et du coup, alors, en fait, ici, de cette couverture du magazine Fortune, je suis donc allée chercher parce que du coup, je ne savais pas. Et il dit, alors, sur la couverture, on voit les 4 voitures sur lesquelles, du coup, GM fonde son avenir sans scrupule. Et quand on regarde la couverture, on voit 4 voitures qui sont 4 modèles différents, qui sont censés être 4 modèles différents, mais on dirait juste les 4 mêmes. Et ils ont pris en plus les 4 mêmes couleurs. Donc, on se dit, c'est ça l'avenir chez GM. Ça, voilà. Il dit, et pourtant, ils osent montrer ça comme si c'était génial. Il y a une espèce de Oui, bah, on connaît la suite de permet l'histoire. tout, quoi. Hein. Clairement, ça n'était pas l'avenir. Ouais. Voilà, on se permet tout, on est vraiment arrogant et puis après, il refait le lien avec le business et le train de vie des dirigeants, la façon dont ils mènent leur boîte sans faire attention aux frais que ça génère pour la boîte dans certains cas, à un moment où on est dans le licenciement, dans des coûts, des restrictions de coûts monstrueuses, et là, il pointe du doigt notamment un des patrons de Ford qui revenait tous les week-ends de Floride à, je sais pas quoi, à Detroit, et qui, du coup, avait fait 1 million de dépenses à un moment où il fallait faire 17 millions d'économies. Voilà. Et donc, comment cette attitude est absolument pas adaptée au développement d'une boîte et que d'agir comme ça ne peut que courir à la perte des boîtes. Donc, du coup, au-delà de l'humilité de Toyota, ils ont une gestion au minimum Il est qui est surtout très nettement plus remonté. Il est saine. très remonté. Il Voilà. est très remonté contre l'automobile américaine. Quand tu lis le livre, mais ceci étant, je le comprends parce que moi j'ai la même attitude avec l'industrie française. C'est vraiment, vous avez la méthode là, vous avez la méthode. Elle est là, elle est connue, elle est partagée, elle est prouvée. Mais non, vous préférez aller continuer vos conneries. Et l'automobile française est exactement pareil. Et donc, quand tu lis le livre, tu as cette frustration de dire, bah, écoute, tu as la méthode et tu choisis, parce que ça t'arrange et parce que tu es un peu flemmard, de ne pas t'y intéresser. C'est Oui, vrai c'est que ça. c'est agaçant. C'est vrai que c'est agaçant. Il est agacé. Il a été agacé, c'est clair. Non, Alors, dans le ton du livre, tu sens que ouais. C'est pour il ça est qu'il est. admiratif. D'un côté, il a été wowé, et de l'autre côté, après, quand tu avances dans le livre, tu vois vraiment il est agacé. Et c'est pour ça que je dis qu'il est tombé en amour, mais au sens où, en tout cas, il était tombé en détestation des autres, peut-être. En fait, on ne sait pas très bien de quel côté il est allé plus. Mais alors, nous avons eu Le Mans 66 comme film de Raphaël qui propose de dire que le film que tu cherchais, c'était Le Mans 66. Oui, c'est possible, oui. Et effectivement, en tout cas, c'est un film qui est sorti récemment et c'est des histoires de. Avec Voilà. Christian Bale et Matt Damon. Alors, par contre, toi, enfin, ça ne veut pas dire que Toyota est quand même à cette époque absolument parfait, Bon, évidemment. De Alice, toute façon, le temps tourne, là, on va peut-être ouvrir aux questions. ouais, alors j'ai vu, je voulais juste revenir là-dessus justement parce que tu Ah dis que oui, 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 c'est pas oui. si simple que Oui, notamment oui, non, l'humilité. non, c'est ça, moi, l'humilité, je n'ai jamais vu chez Toyota. Et en fait, ils ne sont pas à l'abri de faire des conneries. Hein.
Voilà, À et l'époque de notamment Watanabe, avec il s'était encensé sur un projet de réduction des coûts. Watanabe, c'est un acheteur à l'origine. Et il a fait un projet de réduction des coûts très extrême en value engineering, dont ils ont subi les conséquences après avec des problèmes de qualité que Akio Toyoda a ramé comme un malade pour revenir et remettre du fond. Oui, non, ils font des conneries comme les autres, hein, c'est sûr. Donc voilà, c'était évidemment l'idée, c'est pas de dire qu'ils sont des saints au royaume des arrogants, mais par contre, voilà, ils ont une gestion différente Non, qui ce fait que que ça le finit, TPS, ça paye plus quand même. le TPS fait, c'est qu'ils ont une boussole. Ils reviennent à quelque chose toujours. Et on les voit partir et on les voit revenir. On les voit partir. Donc, c'est ce qu'on voit dans les boîtes qui font du lean. C'est pas qu'on fait moins de conneries, c'est qu'on s'en rend beaucoup plus vite et qu'on corrige le Ouais. tir beaucoup plus vite. Et donc, on n'est pas dans les énormes zigzags, on n'est pas dans l'ultra solution qui va te solver de la connerie précédente, tu vois. Et donc, du coup, bah oui, ça marche mieux. Et du coup, oui, c'est ça, ils les voient et ils ont quand même toujours cette idée de, de regarder les challenges à venir aussi, pour essayer d'éviter de faire des trucs qui sont totalement déconnants. Alors, je vais remonter un peu, je ne sais pas s'il y a eu, enfin, j'ai vu passer quelques remarques plutôt que des questions. Non, mais on n'est pas beaucoup. Là, vous pouvez mettre vos caméras et mettre les Alors, il y avait micros. Massimo qui disait qu'en tout cas, toute la logique, du coup, c'était donc exactement le contraire de la Blue Ocean Strategy. Ah, complètement, complètement. Mais la Blue Ocean Strategy, c'est une façon de marquer des porteurs, hein. C'est toujours pareil. C'est que j'ai fini par. C'est la notion coloniale. J'ai complètement exploité une niche, j'ai serré tout, j'ai asséché tout. Et Il je faut recherche la absolument que prochaine. j'en trouve une autre. C'est la stratégie. On aurait pu appeler ça la stratégie des sauterelles, mais c'était moins vendeur. Alors, on a deux. Alors, je ne sais pas qui, parce que c'est un nom qui n'est pas. Savez-vous que juste avant l'an 2000, Ford appelait les implantations de Toyota aux USA et en Europe les Trojan Horses? Trojan Horses, oui, bah oui, Voilà. bien sûr. Parce que Quand d'ailleurs, avec... c'est C'est exactement. moi, c'est Alain Coupeté qui a dit ça. Ah, ah, d'accord, D'ailleurs, vidéo ACC, c'est Alain, d'accord. Oui, non, mais après j'ai changé, oui. Et tout ce que tu as dit sur le train de vie des patrons de Ford, j'étais aux États-Unis en 84-85 quand on a lancé la fameuse voiture qui devait concurrencer la voiture japonaise avec la Sable et que j'ai conduite du reste. On avait du mal. On avait du mal on avait du mal. Ce qui est étonnant, par contre, c'est que quand on s'est rendu compte que Toyota nous collait aux fesses, on voyait les courbes, c'était très clair dans les années 90 ou avant 2000, on voyait les courbes, je veux dire, de montée en puissance de Toyota et les courbes des Occidentaux se casser la gueule. On a tout de suite remis les suggestions, on a remis le SPC, on a remis les cercles qualité, et puis on est allé voir John Ross pour lui demander qu'est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire, monsieur? Il nous a dit démerdez-vous. Mais bon. Ça, c'était du soutien des équipes. C'était à peu près ça. Je sais pas, Michael le sait peut-être ça, mais oui, on a fait appel, nous, effectivement, quand on a vu que tout ça, et quand le bouquin a apparu, quoi, je veux dire, cette machine qui va changer le monde, on a fait appel à John, pas à John, mais à Ross et à Womack. Et Womack est venu plusieurs fois, effectivement. Il ne nous a pas vraiment aidé, il n'a pas voulu vraiment nous aider, du reste, peut-être qu'on était un peu arrogant. C'est pas du tout ça. Il vous a dit et vous n'avez pas voulu écouter. Oui, c'est ça. Non, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Je connais l'histoire. C'est peut-être ça. Je suis encore la tête. Je suis peut-être toujours branché Ford. On revient sur la seule chose à dire, c'est de regarder les gaspillages et de remonter aux conneries que vous avez en tête. Ah bon, vous ne voulez pas renoncer à ces conneries? À ce moment-là, les gaspillages vont continuer à se produire. Oui. Alors là, généralement, les gens sont très fâchés. Non, où il nous a aidé, c'est où il nous a aidé à créer le Ford Production System, par contre. Mais ce qui n'a aidé personne, d'ailleurs. Oui, il n'a aidé personne, mais il nous a aidé à créer notre système. Mais voilà. Ford, c'est quand même, avec Mulally, Ford, c'est quand même repris. Hein. Oui, tout à fait. Il y a un moment donné où Ford s'est repris. Et d'ailleurs, avec un type qui avait beaucoup plus compris le TPS et qui savait mieux ce qu'il faisait. Absolument. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Mais un témoignage de l'intérieur de Ford.
Ah oui, complètement. Mais Là, à nouveau, j'étais de l'intérieur. Quand on a vu les courbes, là, bouf, en Ouais. 90, ça a été catastrophique. ce que je trouve intéressant avec le bouquin, c'est que vraiment, c'est quelque chose que nous, on est en défaut, c'est-à-dire que essayer de remettre dans les business models des business. En fait. C'est-à-dire que, une fois de plus, on a séparé, il y a des consultants qui font du lean, genre un peu hors sol, quoi, hors business. Alors qu'en fait, non, on revient, c'est que le lean est une méthode pour apprendre le business, pour comprendre vraiment ce qui se passe dans le business. Et l'autre truc que je trouve fondamental, c'est que notre vision du business, nos modèles de business sont totalement coloniaux exploitants. Bah, c'est le bouquin sur lequel on travaille. C'est-à-dire, tant qu'on a les gens exploités, tout va bien. Par contre, quand ça commence à devenir dur, parce qu'il y a de la concurrence, parce que les clients font notre choix, alors là, on s'arrête. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que l'origine du modèle, c'est que ça, chez Toyota, ça a toujours été dur. Il n'y a pas eu un moment où c'était juste. Ils ont eu des moments. D'ailleurs, à chaque fois qu'ils avaient dans des grands moments où ils étaient tout seuls, ils étaient très inquiets. Parce qu'ils ont toujours dit on va faire des conneries. Et tu sais quoi? Ils ont toujours fait des conneries. Mais comme ils en étaient très inquiets, ils les ont vus vite et ils les ont rattrapés. C'est d'ailleurs le dernier chapitre du bouquin, c'est une boîte où ils sont tous paranoïaques. Ils ont toujours peur de se tromper, Alors, de faire des trucs qui. c'est de la paranoïa optimiste. Il faut voir le truc. Oui, Leur paranoïa est très particulière. Ils se disent si on ne s'occupe pas du sujet, mon Dieu, la peur de la catastrophe imminente. Mm. Si on s'occupe du sujet, on ne va pas savoir le craquer, mais on repousse le jour de la catastrophe. Donc, c'est une paranoïa très, très particulière. D'ailleurs, ça s'attrape, n'est-ce pas, dans ma façon d'aborder l'ILF, quand tu ne reconnais pas la paranoïa de si on s'en occupe pas et ça va. la paranoïa de si on ne s'en occupe pas, c'est la catastrophe imminente. Si on s'en occupe, on ne sait pas du tout ce qu'on fait, Mais au moins, voilà. ça repousse le moment où on a un gros problème. Et ça, c'est vraiment très, 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 truc très fort de Toyota. Bah, en parlant de Nissan, Jim et Dan m'ont raconté qu'ils ont été une fois, leur dernière visite au Japon, ils ont été voir Toyota et ils ont dit hey, Nissan, regardez, Nissan est repris par Carlos Ghosn. Toyota a dit oh là là, oh, oui, 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 ils avancent très, très vite. Si on ne travaille pas très, très dur, il faut qu'on fasse beaucoup d'efforts. Ils vont dans 2 ans, ils nous ont rattrapés. Donc, on va travailler très, très vite. Puis après, ils ont été voir Nissan, ils ont été voir interviewer Carlos Ghosn, qui leur a dit non, mais Toyota, j'ai tout compris. En 2 ans, on les a rattrapés. Résultat des courses. L'histoire est emblématique de tout le bouquin. Enfin, l'histoire résume d'une certaine façon tout le bouquin de How Toyota Being Number One. Mais alors, je veux revenir sur un truc qui est pour nous dans la communauté de Lean importante, c'est que ce livre est écrit par quelqu'un qui comprend les bagnoles et le marché de la voiture. Très clairement, oui. Donc moi, j'ai appris le Lean avec mon père, et mon père était un homme de produit chez Renault. Quand j'étais gamin, il ramenait toutes les voitures du monde, il conduisait tous les week-ends une voiture différente. C'est un type de voiture, tu vois ce que je veux dire? Et comme toujours, nous, on sépare les trucs, on pense qu'on peut faire du Lean n'importe comment, n'importe quoi, mais non. Le Lean, on revient sur la sociotechnique. Monozukuri et Itorozukuri, c'est-à-dire le Lean est dépendant de l'objet qu'on fait. Et donc, quand on fait du Lean dans de l'informatique, on ne va pas du tout on va pas s'y prendre la même chose que si on le fait dans des pièces automobiles ou dans du service. Et qu'il faut, dans justement les émotions positives du Lean, il faut apprendre à aimer le produit qu'on fait. Et vouloir vraiment rendre service aux clients du produit qu'on fait. Et ça, c'est un des ingrédients de la méthode. Il y a marqué dans le haut du TPS, qu'est-ce que ça mange satisfaction, mais tout le monde dit ça comme un espèce de mantra, mais il faut comprendre ce que ça veut dire. Et je trouve que de ce point de vue-là, le livre est vraiment très bien. Ouais. Parce qu'il rentre dans qu'est-ce que c'est que la valeur pour le client. Pas du point de vue d'un technicien Lean, mais du point de vue d'un mec de business, quoi. Et il le dit à plein d'endroits, sur plein de chapitres, mais le produit est vraiment au cœur du livre, en fait. C'est vraiment. Le produit est au cœur du livre. Ouais, t'as raison, c'est vraiment un mec qui aime ça aussi. Et donc, il est content de voir qu'il y a des gens qui s'en occupent bien, d'ailleurs. Et qui respectent ça. Et je pense que nous, dans nos communications et dans nos réflexions, on est très sur les outils et pas assez sur le produit. Le produit.
J'étais en train de réfléchir, est-ce qu'il y a un autre bouquin équivalent sur du produit, genre dans la tech ou dans des trucs comme ça? Je suis surpris que nous n'ayons de questions de personne. Nelly, Alain, Eric, ils sont tous partis se coucher en fait. Ils ont laissé. Non, 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 ils sont là. Arnold, Margot, Christophe. Et Péric est encore là, il a dit. Eric, d'accord. Remarque, On n'est pas nombreux. Mettez vos caméras et parlez-nous. hop, moi, ce qui m'a marqué dans ces questions qu'on explore aujourd'hui, qu'on revient sur le produit, c'est à quel point, dans le travail que je fais avec nos parkings sur le développement logiciel, on revient à qu'est-ce que ça veut dire dans notre cas précis de tel ou tel outil, de tel ou tel usage, de tel ou tel… Les use cases, absolument, les use cases. Qu'est-ce que ça fait pour le client? Où est la valeur? Ouais. Et donc, ça, c'est vraiment, je trouve, le bouquin intéressant de ce point de vue-là, parce qu'il pose vraiment la question de où est la valeur. Pour le client, évidemment. Et comment elle est étudiée, justement, comment on cherche à la capter de différentes manières. Il est très… alors bon, c'est facile, enfin c'est facile. On imagine bien les mecs en train de regarder, enfin, d'aller conduire les voitures, ils sont allés sur les parkings, dans les supermarchés, dans les week-ends. Frappant d'un groupe d'ingénieurs de Renault, de la Clio, en train de regarder une Yaris. Et puis alors, ils regardaient plein de problèmes qu'ils avaient résolus sur la Clio de la Yaris. Ils disaient, ouais, bah, c'est pas terrible, là, ils ont fait comme nous, là, nous, on est plutôt mieux, etc. Et en fait, ils ne regardaient que les problèmes qu'ils avaient regardés eux. Ils n'étaient pas en train de regarder tous les problèmes qui sont résolus sur la Yaris, qui ne sont pas résolus sur la Clio. Nous, c'est un exemple absolument marrant de voir les mecs passer complètement à côté du truc. Et alors, ça m'est arrivé, je l'avais mis dans le Lean Manager, ça m'était arrivé sur la visite d'une usine de peinture allemande avec des Français et de l'usine de peinture française. Et on regardait des pièces peintes de boucliers de voiture, et les Allemands disaient, comment est-ce que vous contrôlez en dessous? Et les Français disant, on ne contrôle pas en dessous, personne ne regarde en dessut de la pièce. Et les Allemands insistant, comment est-ce que vous contrôlez en dessous? Puis quand on a été voir l'usine allemande, eux, ils contrôlaient en dessous. C'est-à-dire que vraiment, la question n'est pas ce qu'on regarde, la question, c'est qu'est-ce qu'ils font qu'on ne voit pas. Et c'était vraiment ça, la question de la valeur. Dans les années Ford et GM, ils ne comprenaient pas ce que Toyota faisait, ils ne voyaient pas ce que Toyota faisait sur le produit. Ouais, ce qui est clair, c'est que si Ford avait peur, c'est qu'il ne comprenait pas ce que Toyota faisait. Non, et on a été nombreux à partir, je veux dire, en mission au Japon. Et on a toujours été très bien reçus, mais on n'a jamais rien compris, jamais rien vu. Alors on venait en faisant des rapports à la con, l'usine est propre, il n'y a rien qui traîne. Ils le disaient depuis le début, on fait d'abord de la qualité et après on met les options en standard sur toutes les bagnoles. Ils le disent depuis le début. La question, c'est évidemment, c'est comment on le fait. Mais pour le faire, il faut avoir l'intention de le faire. Tout à fait, oui. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Mais on ne comprenait rien. T'en as pas marre du Lean, Elisabeth? Là, tu m'épates, là. T'es encore là? Bah, je trouve que c'est intéressant. Sur les book clubs, Annelise, elle le sait, je trouve que parce que ça nous oblige à sortir un peu, puis je trouve qu'à chaque fois, après, ça motive pour lire le bouquin. Celui-là, il mérite d'être lu. Hein, ouais, et puis il est facile. Ouais. Il y en a qui sont plus voilà. C'est vraiment un très bon bouquin. Je ramène ma fraise, mais je l'ai reçu avant-hier, le bouquin. Je ne l'ai pas encore lu. Mais… Non, il est très bien. Et il est toujours… J'ai une question, il est toujours journaliste, il en est où là, l'auteur? Alors, non, mais là, il a eu un autre truc, j'ai regardé, c'est que il a eu un problème il a perdu un de ses enfants Mon Dieu. dans un accident de voiture lié à l'alcool, les drogues, etc. Et donc, ça a été évidemment un traumatisme. Et il a écrit un bouquin qui s'appelle, je crois, My Son William. Et du coup, il a eu un tel succès avec ça qu'il a monté un centre autour de ces sujets-là, de l'alcool, etc. Il a donc totalement abandonné, en tout cas, le monde de l'automobile. Et il est tombé vraiment dans un monde de comment je contribue à améliorer l'éducation ou sur des sujets de société, liés à l'alcoolisme et aux drogues. Donc voilà, il a vraiment changé de discipline, enfin pas de discipline, mais de crèmerie, de sujet. Okay. L'horreur, mon Dieu.
Ouais, voilà, bon, ça c'est. Mais voilà, il en La a vie fait quelque américaine. chose. Oui. Donc il n'est plus dans les voitures. Il y a une petite chose là, qui m'a toujours fait plaisir, c'est que quand on lit le bouquin de Taishi Ono, à la fin ou au milieu, je ne sais pas, il dit que ben, si Henry Ford avait continué sur la même voie, il serait arrivé au même résultat que lui. Et alors je me dis, tiens, j'étais sur la bonne voie moi aussi, quoi, mais, mais quelque part. Alain, moi, je n'y crois pas. L'attitude qu'Henry Ford avait vis-à-vis des gens était. Mais je crois que Taishi Ono a été très impressionné par ce qu'il a vu chez Ford, parce qu'il a, Oui, il a agrégé des tas de systèmes. je pense que tout le problème est là. Oui. Je pense qu'on ne sait pas aller où ils sont allés sans avoir une attitude différente vis-à-vis des gens. Mhm. Et en fait, quand j'étais au Japon, j'ai eu la chance de déjeuner avec M. Harada avant qu'il décède, et je lui avais vraiment posé la question d'où vient cette. Enfin, pour moi, la grande différence entre ce que fait Toyota et ce que font les autres, c'est que Toyota s'intéresse à la façon dont les gens pensent. Et donc, ils ont développé une espèce de psychologie naïve qui, en fait, était très, très en avance. Maintenant, on le sait, à l'époque, nous, on est encore noyés de psychanalyse, qui est la psychologie du trauma, c'est des émotions négatives. Et en fait, la psychologie naïve qui sont développées, c'est une psychologie, c'est pas forcément tendre, mais c'est une psychologie positive de la motivation. C'est comment on motive les gens. Et c'est pas du tout les mêmes circuits. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que c'est pas du tout les mêmes circuits neuronaux. Mais ce qui est étonnant, c'est une boîte qui s'intéresse à comment les gens pensent, et pas juste comment on comporte les comportements. Et il m'a dit un truc vraiment étonnant. Il dit, ah bon, non, la psychologie, on ne s'est jamais intéressé, jamais. Il dit, mais ça venait du fait que Ono venait d'une famille samouraï et que c'était un grand praticien de kendo. Alors là, ces mecs te disent des trucs, on dit, qu'est-ce que le kendo a à voir là-dedans? Il dit, bah, dans le kendo, si on est sans arrêt en train d'essayer de deviner ce que va faire l'adversaire, sinon on se fait vraiment taper dessus. Et en fait, c'est vrai, on sait dans les écrits de Ono qui dit que c'est une bataille de wits, d'intelligence, avec les opérateurs. Et ce n'est pas une bataille au sens taylorien, au sens de Frederick Taylor, de les choper en train de mal faire. C'est vraiment une espèce de course aux armements à qui va avoir la meilleure idée. Mais il y a vraiment cette notion d'essayer de comprendre ce que l'autre a en tête. Alors que quand on est chez nous, c'est toujours essayer de nier ce que l'autre a en tête. Bon, en fait, c'est d'imposer ce que j'ai dans ma tête. Oui, mais ça vient avec une négation de ce que l'autre a en tête. T'as tort, je vais t'expliquer, bon, t'as tort. T'es pas du tout dans cette attitude qu'ils ont, raconte-moi, pourquoi tu penses ça, et puis de déballer le truc. Et je pense que donc Ford n'y aurait jamais été. Non, moi je cite seulement ce qu'a écrit Taishi Ono, mais je veux dire, je pense aussi qu'il avait vu chez Ford, USPC, c'est lui il avait découvert chez Ford, effectivement, tu en as parlé tout à l'heure. Il avait découvert, effectivement. Oui, non, mais attends, surtout, il faisait des voitures. Par contre, il a agrégé des tas de choses qu'il a vues un peu partout. Hein. Mais surtout, enfin, on parle de la production, mais surtout, il savait faire des voitures. Il faut parler. Ce que Maggie fait, c'est revenir au produit. Le truc de Toyota, c'est qu'ils ont appris à faire des voitures à partir de rien. Enfin, c'est pas n'importe quoi. Et Tesla l'a fait là. Ce que Tesla fait, qui est assez étonnant. C'est comment est-ce que tu apprends à faire des voitures à partir de rien. C'est pas simple. On a une question qui est un peu sur ce sujet-là, c'est comment détecter la vraie valeur pour le client? Quel est le meilleur livre, selon vous, qui traite de ce sujet? Ouf. Il y a des livres très théoriques qui sont les livres de Cano. Les livres qui parlent de Cano. Celui-là, c'est… Ouais, je sais pas. Oui, si, c'est intéressant. Oui, moi je pense qu'il est intéressant celui-là. Oui, tu as raison, oui, il y a celui-là. Oui. Mais oui, c'est une bonne question. Mais alors à nouveau, la question est posée de façon bizarre du point de vue de Lean. La question, ce n'est pas comment détecter la vraie valeur pour le client, c'est quel est le détecteur de valeur du client.
Et la réponse en ligne, c'est le chief engineer. C'est que c'est le job de quelqu'un. Oui. Et de la façon dont la question elle est posée à nouveau comme s'il n'y a pas de sujet dans la phrase. C'est pas détecter, la question n'est pas de détecter la valeur du client, c'est qui détecte la valeur du client. Est-ce que c'est le marketing? Est-ce que c'est le patron? Est-ce que c'est chez Toyota, c'est le chief engineer? Est-ce que c'est Ford, un comité? Les réclamations clients, tout ça, oui. Mais nous, on est sans arrêt en train de chercher un système indépendant des gens, dans lequel on n'a pas besoin d'avoir un mec dans la boucle. Comme ça, on dit toujours, s'ils se barrent, ça marchera quand même. Et eux, ils sont toujours en train d'abord espérer qu'ils ne se barrent pas, parce qu'eux, ils savent qu'il n'y a pas d'intelligence indépendante des mecs. Des gens. Donc, leur vrai problème, des mecs ou des filles, leur vrai problème, par exemple, c'est un des plus gros problèmes qu'ils ont, c'est comment est-ce qu'on développe des chief engineers. Donc, la réponse est bizarre, c'est comment détecter la valeur pour le client, c'est en développant des bons chief engineers. Je confirme, nous, on a tué un produit parce qu'on n'avait pas le chief engineer qu'il y avait en face. Bon, tu es vraiment bien le seul. Hein. On le fait sans arrêt. On s'est rendu compte qu'on était trop petit pour porter plusieurs produits et que je n'avais pas les. Ah oui, toi, tu as arrêté un produit parce que tu n'avais personne en face. Je n'avais pas la personne capable de le porter. Oui, bah, ce n'est pas déraisonnable. Ça. Alors que le produit était prêt à aller sur le marché. Mais je trouve que c'est vraiment intéressant de la façon dont on s'exprime nous, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, ce que je vous disais, je vous dis sans un cours, c'est de mettre un sujet dans la phrase. On s'exprime nous avec des verbes comme si ça se fait par l'opération du Saint-Esprit. Mais en fait, non, il y a toujours, c'est des gens qui vont le faire. Et la question, c'est où est-ce que ça se fait? Moi, j'ai vu des catastrophes quand ça se fait dans les bureaux des chefs. De toute façon, quand tu développes un produit dans les bureaux des chefs, le produit doit être le meilleur du monde. Ils mettent tout dedans, et puis ça se finit toujours où est la réduction de coûts. Et donc là, généralement, ça s'arrête. Donc, tu vois le cycle sans arrêt. Ah oui, on va faire ci, on va faire ça, on va mettre ça, il faut rattraper machin, etc. Et puis le projet, puis à la fin, le projet commence à avancer, puis il y a toujours un qui dit où est la réduction de coûts? Et là, non, on ne sait pas rattraper la concurrence et faire la réduction de coûts en même temps. Alors du coup, pas de problème, on fait la réduction de coûts, on ne fait pas de problème. Donc la question qui se pose, ce n'est pas comment détecter la valeur, c'est à qui on demande de détecter la valeur. Et donc, si ce n'est pas au chef, c'est quand même une bonne transition avec le prochain book club. Parfait, absolument. Ouais. Le prochain book club, parce que voilà, nous avons dépassé notre heure impartie, aura lieu le 27 mai. Et j'aurai le plaisir de discuter avec Cécile de son nouveau livre qui n'est même pas encore paru, donc vous ne pourrez pas le trouver sans doute avant le 25 mai. En gros, elle parie que son livre sera sorti avant le 27 mai. Voilà. Elle espère en tout cas très fortement. Et son livre s'appelle Lean et Leadership, entretien avec des leaders Lean. Donc là, elle a fait le tour d'un certain nombre de patrons dont on a déjà parlé ici, et sans doute pour comprendre comment ils font, quelle est leur sauce secrète à eux dans leur boîte, avec leurs équipes, comment ils évitent de faire des conneries, sans doute aussi, dans leur bureau. Donc, c'est de tout ça que, voilà, Cécile, pour le coup, viendra nous parler en avant-première mondiale, évidemment, de ce livre, dont je n'ai même pas la couverture à vous montrer, je n'ai que le titre. Donc, voilà, c'est vous dire qu'il est vraiment encore... il n'est même pas encore sorti. Il n'est pas sorti du four. Voilà. Donc, merci à tous. Merci Annie. Merci. C'est super. Et donc, je garde l'idée du book club en open bar un jour. Ouais, ça nous fait un book club au café. Plus de virus. Vous le faites avant. Ça, on a tous enregistré par contre. Hein, voilà. L'idée de l'open bar et Celle-là, elle est quand même gravée, je pense. Ouais. Voilà. Excellent. Ça nous fera du bien. Exactement. Vous venez à la Cano, là. À la Cano, oui. Ah ouais, en plus, avec la mer. En plus. Ça, c'est trop bien. Allez. Bonne Merci soirée. beaucoup, bonne Merci soirée. à tous. Bonne soirée. Merci. Et donc, Merci, rendez-vous le 27 mai. À bientôt.